Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. Au Gabon, Libreville en proie à plusieurs incendies ce lundi, mettant à rude épreuve les pompiers dans une capitale gabonaise où le manque d'eau par endroits complique la tâche. Vous le verrez au Zimbabwe, le héros de l'indépendance, poussé par l'armée et lâché par son parti, la ZANU-PF, risque la déchéance. Robert Gabriel Mugabe, 93 ans, a déçu les attentes de son peuple en refusant de démissionner et souhaite finir son mandat. Et nous irons enfin en Allemagne. Depuis 1949, jamais le pays ne s'était retrouvé sans majorité pour gouverner après une élection. Les conservateurs de la chancelière, les libéraux et les écologistes n'ont pas réussi à s'entendre pour former une coalition. Le pays risque la paralysie et Merkel de nouvelles élections et la fin de règne. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons par la page Gabon et avec de la politique en ouverture. Le Parti démocratique gabonais a fini ce week-end avec les congrès provinciaux. Les conclaves visaient à élire par la base les nouveaux cadres devant mener la barque PDG. Ceci étant, dans plusieurs contrées, bien d'errements ont été constatés et entachés les activités et la sérénité du vote pendant les dites consultations dans plusieurs régions. En témoigne ce regard de Kenny Ongouri. L'exercice que nous entamons ne doit pas être considéré comme une lutte, on va dire, la compétition la plus prestigieuse, la plus grande. C'est une étape, être membre du Conseil national. C'est une étape, être membre du comité central. C'est une étape, être membre du bureau politique. C'est une étape dans sa carrière. Donc nous ne devons pas en faire une affaire qui nous déchirerait alors que nous appartenons tous et nous servons tous, chacun à son niveau, le Parti démocratique gabonais. Donc nous prenons ça avec beaucoup de hauteur et considérons que c'est le parti qui gagne à la fin. Ce discours aussi limpide n'a-t-il pas fait l'unanimité chez les partisans du parti au pouvoir qui jusqu'au week-end écoulé faisaient face aux congrès provinciaux dont l'ambition vise la régénération et la revitalisation du parti. Ce que l'on pourrait considérer comme un exercice de démocratie interne a pour certains été l'occasion de répondre par des méthodes contraires à la vision des premiers responsables de cette formation politique. Un nombre important d'errements aurait été observé, notamment le transport des militants, la rétention des fiches d'adhésion, de nombreuses rixes et de soupçons de fraude dans plusieurs régions. Certains cadres du Parti démocratique gabonais dénonçaient même, à l'issue de ces conseils, des cas de traîtrise et de fourberie. À l'exception des provinces du Wellington et de Logoué-Lolo, presque partout, on a enregistré des grincements de dents. Selon certaines sources, il y aurait eu un enrôlement massif des nouveaux adhérents qui n'aura servi que pour garantir et préserver les intérêts de certains. Une pratique jugée antidémocratique selon les mêmes indiscrétions, même si le règlement intérieur du parti n'interdit pas le transport des électeurs, puisqu'il stipule simplement qu'il suffit de posséder un récépissé d'inscription pour voter. Nombreux s'inquiètent à long terme de la balade de ses partisans à l'approche des législatives de 2018. Si dans certaines contrées, le vote de nouveaux responsables du Parti démocratique gabonais a été repris dans le calme, il n'en demeure pas moins que les péripéties menées ont entaché bon nombre de scrutins de ces congrès provinciaux, qui ont encore connu, lors du vote dans certaines régions du Haut-Ogooué, de nombreux incidents. La régénération et la revitalisation de la première force politique du Gabon est malgré tout en marche. Et le congrès de décembre prochain s'annonce déterminant pour l'avenir du parti. Restons en politique pour parler cette fois de la révision de la Constitution. Sur le sujet, le président du Parti pour le développement et la solidarité sociale PDS est sorti de sa réserve ce week-end. Lors d'un échange avec la presse, Séraphin Dao a fustigé les déclarations de certains acteurs politiques qui parlent de monarchisation du pouvoir. Les détails dans ce reportage d'Alexandre Nkogé. Le débat autour du projet de révision de la Constitution gabonaise n'est toujours pas arrivé à son terme. Annoncé depuis le 28 septembre dernier, lors du Conseil des ministres, les réactions se sont succédées. D'abord celle de Zachary Mimboto, un membre de l'opposition, Jean-Christophe Ouronengema, sénateur de l'opposition. Il revient maintenant autour de Séraphin Dao, samedi dernier, le leader du Parti pour le développement et la solidarité sociale PDS, de marquer son étonnement sur les déclarations de certains acteurs politiques autour de ce projet de loi issu des actes politiques du dialogue d'Angonje. Je m'étonne d'abord que sur les 264 articles que comporte ce protocole d'accord, le protocole d'accord, c'est le résumé des recommandations qui ont été faites. Les actes de dialogue sont des recommandations. Il y en a 264 articles.
Je m'étonne qu'on ne parle que de politique, qui ne comprend que 50, 60 articles au maximum. Alors qu'il y avait des choses aussi importantes qui ont été débattues sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, etc. Les dialogueurs, comme on les appelle, c'était bien le néologisme, n'étaient pas des monarchistes pour aller proposer une monarchie à la place de la République. Ce projet de loi portant sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation, le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement ou encore la création d'une cour de justice de la République pour juger les hauts responsables de l'État. J'en viens à vous parler du métier de coach pour coopérative, un secteur d'activité encore peu connu au Gabon et surtout dans l'agroalimentaire. Le cas de Jochar Martin Bambi Moyale qui, chaque jour, apporte des conseils et orientations aux agriculteurs et à de nombreuses coopératives en vue de leur permettre de véritablement tirer profit de leurs activités. Kenny Ongouri et les Huis Midiungu l'ont suivi dans le cadre de ces activités. Jochar Martin Moyale, jeune entrepreneur gabonais, a un rendez-vous important. Loin des bureaux et des salons feutrés, sa tâche de manager consiste à accompagner les coopératives et les organisations. Ce matin, il va sur le site d'un partenaire dans la contrée de Malibé à Akanda, dans la commune voisine de Libreville. Nous allons au site de la coopérative agro-touristique Tchango, qui fait naturellement aujourd'hui, qui produit du gombo, donc une activité agricole dans le site de Malibé. Nous allons, nous la GM, voir un peu les réalités du site. Sa mission consiste à donner des orientations et les rudiments aux responsables de coopératives pour l'amélioration de leurs activités au service du développement communautaire. La GM Entrepreneurship fait dans l'éducation entrepreneuriale pour renforcer le développement communautaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous venons justement faire une visite de site pour constater l'évolution de l'activité agricole de l'une des coopératives que nous coachons. C'est une coopérative, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour trouver des solutions efficaces et durables aux difficultés qu'ils rencontrent. Les coopératives, quant à elles, s'efforcent à suivre et appliquer les consignes du manager afin de parfaire et rentabiliser leurs activités. Nous faisons, comme j'ai dit tantôt, dans l'agriculture et également aussi dans l'élevage. Et comme vous pouvez constater, il y a gombo, il y a le maïs, mais c'est ce que nous plantons pour le moment. À travers GM Entrepreneurship, et il nous a beaucoup aidé pour ce qui concerne la formation et également aussi l'encouragement de ce que nous faisons. C'est vraiment très très louable. Encourager l'entrepreneuriat social reste l'objectif de la structure de Jochar Martin Moyale. Si ce métier reste peu connu, l'occasion pour de nombreuses organisations d'avoir des orientations et une vision reste toujours possible par l'initiative du jeune Gabonais. Je vous l'annonçais en titre, un incendie s'est déclaré ce lundi au quartier Beau Séjour, zone Carrefour André. Et nous sommes là dans le 5e arrondissement de Libreville, causant d'importants dégâts. On ne déplore fort heureusement aucune perte en vie humaine. Michel Tieni et Alex Signa étaient sur place. Voici ce qui reste des locaux de commerce et lieux d'habitation du Carrefour André au Beau Séjour dans le 5e arrondissement de Libreville, où un incendie s'est déclaré aux environs de 14 heures. Tout paraissait normal, ou presque, lorsque certains riverains ont aperçu une montée de fumée entre les habitations. C'est dans l'une des maisons juste là derrière, et le temps qu'on alerte les gens, les braises avaient déjà pris. J'étais assis dehors, à ma grande surprise, avec l'électronicien, on voit seulement le feu. Plus d'une dizaine de locaux à usage commercial et d'habitation ont été réduits en cendres. La plupart des habitants ont pratiquement tout perdu. On n'a même pas pu sauver des choses parce que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas l'eau dans tout le quartier. Tous les tuyaux qui sont coupés sont vides. La bouche incendie qui est juste là à 0 mètre est complètement vide. Il n'y a pas l'eau. C'est la vie de plusieurs personnes qui sont réduites à néant comme ceci. Je n'ai vraiment rien eu. Ma carte de séjour, mon acte, mon passeport, presque tout. Là où je suis debout, je suis entièrement comme ça. C'est tout ce qui me reste. L'incendie est venu du côté voisin. Mais moi, je ne sais pas si c'est du côté voisin, puisque moi, j'étais à la douche, je me lavais. Donc moi, je ne sais pas. Voilà tout ce que moi, je suis sortie dans la maison. Ce que vous me voyez là, c'est ce que je suis sortie dans la maison avec. Les causes du sinistre restent encore inconnues,
bien que certaines indiscrétions parlent d'un court-circuit ou encore d'une marmite qui aurait été laissée au feu. Coup de pouce au Gabon est une association qui a pour but d'aider les jeunes à se prendre en main à travers des petits métiers de passage à Franceville. Dans le sud-est du Gabon, le coordinateur de l'association a visité les structures créées par quelques jeunes de la capitale altogovéenne. Le reportage de Césarine Andem et Gérard Manganga. Soucieux du développement des jeunes dans le Haut-Ogooué, Fabrice Andjoua-Bongo Ndimba a toujours encadré cette frange de la population à exercer dans les petits métiers. Pour cela, il a mis en place un programme dénommé Coup de pouce, visant à les aider dans l'entrepreneuriat afin de lutter contre la pauvreté dans cette partie du Gabon. Aujourd'hui, ce concept novateur porte ses fruits. J'ai pu réaliser déjà ce lavage. J'ai acheté 2 machines à laver. J'ai acheté un fer à repasser qui est à 45 000 et l'autre fer de réserve à vapeur qui est à 125 000. Et j'ai fait des travaux au niveau du pressing. Donner un coup de main sur la formation qu'on a dû suivre pendant 2 semaines. Et après, ça a été suivi d'un financement. Aujourd'hui, j'ai un matériel qui peut me permettre de me déplacer un peu plus loin dans les provinces, aller à Libreville, un peu dans les coins de Franceville. Pour moi, je demande aux jeunes comme moi d'être entrepreneurs et de faire valoir leurs talents. Après avoir visité quelques structures, le coordonnateur encourage les jeunes à plus de persévérance et souhaite pérenniser ce programme. Une énorme fierté parce que Fabrice a cru en la jeunesse de Franceville. Il a cru dans sa force, dans sa capacité à créer, dans sa capacité à oser. Et c'était un pari audacieux. L'objectif pour nous, c'est de pérenniser ce projet, de pouvoir développer l'année prochaine une nouvelle édition avec des jeunes qui n'ont peut-être pas eu l'audace d'oser l'année dernière et qui pourront justement, avec les réalisations de cette année, prendre le pari d'oser être soutenus par Coup de pouce. Initié en 2015 par Fabrice Andjoua-Bongo Ndimba, ce fonds de soutien pour les jeunes entrepreneurs s'étendra dans les 8 autres provinces du Gabon. Retour à Libreville, précisément au nord de la capitale gabonaise, où depuis ce lundi matin se déroule un casting au siège de la future chaîne thématique Gabon Nature et Culture du groupe Gabon Télévision. L'opération de détection du potentiel des agents du groupe vise à évaluer, déceler les talents dans tous les domaines et de libérer le génie créateur. On note un engouement global et ce, même si certains anciens du métier réchignent à s'y rendre. Lariska Lormamengi, Joël Tato. Le groupe Gabon Télévision fait le casting de ses agents. L'opération consiste à recenser les meilleurs journalistes et présentateurs du groupe qui préparent aussi de nouvelles grilles de programmes pour rendre les télévisions publiques plus attractives. Il est important chaque fois, comme ça se passe ailleurs, de marquer un arrêt, de faire une évaluation des personnels. Ce n'est pas nouveau. C'est nouveau parce qu'on en parle au Gabon, mais dans toutes les chaînes de télévision du monde, il est question d'évaluer les personnels chaque fois que l'on doit renouveler une grille de programme pour savoir si les personnels en exercice sont toujours en phase avec les développements attendus dans tous les sens. Donc je pense que ce n'est pas nouveau. Les métiers de la télé évoluent et s'adaptent au contexte du tout numérique. Cet exercice pousse les journalistes présentateurs à se remettre en cause, même si certains ne sont pas enthousiastes. Savoir gérer les aléas, savoir gérer les situations improbables. Donc du coup, je crois que c'est un exercice qui arrive à point nommé en vue de nous permettre de nous bonifier, de toujours présenter aux téléspectateurs des produits de qualité. Ça permet à ce que nous, en tant que journalistes présentateurs, nous puissions découvrir c'est quoi nos tares, peut-être qu'on ne savait pas. Participer à un casting, ça permet à ce qu'on se remette en cause. Ça permet à ce qu'on puisse découvrir encore peut-être d'autres choses qu'on avait négligées dès la base, même si on est déjà présentateur des journaux télévisés dans les différentes chaînes de télé. Ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet également de réaliser qu'on n'est peut-être pas au top journalistiquement parlant en termes de présentation des éditions d'information. Quelques années encore et l'État va se désengager du financement des médias publics appelés à devenir des établissements publics à caractère industriel et commercial épiques, financés en partie par la redevance audiovisuelle. Un écosystème qui oblige les médias à plus de professionnalisme pour répondre à une exigence de qualité.
Et pour tourner la page Gabon, évaluer les activités du réseau des mandataires et solliciter leur contribution dans le redimensionnement du Conseil gabonais des chargeurs, tel était le principal enjeu de la 8e réunion annuelle du CGC qui vient de prendre fin en Italie. Le Gabon y était représenté par une délégation conduite par le ministre des Transports. Le point avec Ismaël Oubianzi. Le 8e rendez-vous annuel des experts du fret et des activités portuaires s'achève à Naples, en Italie, sur un impératif, celui de renforcer les capacités d'action du Conseil gabonais des chargeurs. La contribution de ces mandataires y est sollicitée pour redimensionner le CGC dans le contexte actuel de crise économique. Il me semble utile d'appeler à la conscience des participants sur la nécessité d'explorer, de proposer des actions concrètes au titre des recommandations, lesquelles devront épouser la vision de notre plan d'orientation stratégique 2016-2021, c'est-à-dire faire du Conseil gabonais des chargeurs un établissement de référence au Gabon et en Afrique pour la compétitivité des chargeurs, des services de transport, du commerce et de l'économie nationale. Le défi de la performance passe par la recherche des moyens pouvant optimiser les activités du CGC, d'où l'intérêt de cette rencontre d'Italie. En organisant cette réunion, le Conseil gabonais des chargeurs a fait preuve de sa volonté et de sa détermination à relever le défi de la performance dans le secteur des transports. La direction générale du CGC et ses démembrements quittent l'Italie avec le sentiment d'avoir accompli une mission, celle d'ouvrir le débat de ce que devrait être l'institution d'ici à l'horizon 2021. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, en bref et en images, le président zimbabwéen Robert Mugabe a terminé ce dimanche soir son discours à la nation sans annoncer sa démission tant attendue et indiquer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti, la ZANU-PF. Écoutons un extrait de ses propos. Nous devons apprendre à pardonner et à résoudre les contradictions réelles ou perçues dans un esprit de camaraderie zimbabwéenne. Je suis persuadé qu'à partir de ce soir, notre pays tout entier, à tous les niveaux, sera en mesure de faire face à la saison agricole prometteuse qui s'annonce. Allons tous de l'avant, rappelons-nous notre mantra du temps de la guerre. Et nous restons au Zimbabwe où, suite à cette déclaration du président Mugabe, les populations sont déprimées et déçues. Elles s'attendaient à ce que le doyen des chefs d'État africains, 93 ans, annonce sa démission lors de son intervention de ce dimanche à la chaîne nationale. Chimène Sandra Senghor nous en dit davantage. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, lâché par les militaires et son parti, a refusé de démissionner lors d'une allocution télévisée dimanche, allant jusqu'à affirmer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti, la ZANU-PF. Dans la foulée, les anciens combattants de guerre d'indépendance, organisation très influente, ont appelé les Zimbabwéens à descendre de nouveau dans la rue mercredi. Une source proche de son entourage avait auparavant annoncé que le président, âgé de 93 ans, dont 37 au pouvoir, avait accepté de remettre sa démission sous la pression de l'armée, de son parti et de la rue. Plus tôt dimanche, la ZANU-PF avait annoncé qu'elle entamerait une procédure de destitution si le président ne remettait pas sa démission d'ici lundi à la mi-journée. Direction le Kenya où la Cour suprême a validé ce lundi la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta et rejeté les deux recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'annulation du scrutin d'août dernier. PJ Opas s'en fait l'écho. La décision de la Cour suprême met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région. Cette décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, signifie que Kenyatta, 56 ans, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Les deux recours avaient été déposés par un homme d'affaires associé à un ancien député proche de l'opposition et par deux responsables d'ONG. Ayant examiné avec attention les questions évoquées, l'objet exact de chaque pétition, ainsi que la Constitution et les lois applicables, la Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés.
that the petitions are not merited. As a consequence, the presidential... En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée, tout comme l'est l'élection du troisième défendant. of the third respondent. C'est la même Cour suprême, plus haute juridiction kenyane, qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider l'élection du 8 août. Mais elle ne signifie pas pour autant que la crise est complètement terminée. Après 2 semaines de calme, la tension était remontée d'un cran vendredi, avec la mort de 3 personnes tuées par balle lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par la police de Nairobi. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord au Chili, l'ex-chef d'État de droite, Sébastien Pinera, affrontera le candidat socialiste Alejandro au second tour de l'élection présidentielle chilienne, dis-je bien, du 17 décembre, dont la clé semble détenue par la candidate d'extrême gauche, Béatrix Sanchez, qui a créé la surprise au premier tour. Chimène Sandra Senghol, le récit. Le milliardaire Sébastien Pinera, 67 ans, donné favori pour succéder à la présidente de gauche Michelle Bachelet, était crédité de 36,64% des voix et le journaliste Alejandro Guillier, 64 ans, obtenait 22,69% des voix, talonné par la présidente de la coalition d'extrême gauche, Frente Amplio, 20,28%, selon les résultats partiels portant sur 98,95% des bulletins de vote. Sébastien Pinera, parfois surnommé le Berlusconi chilien, qui a déjà occupé la présidence de 2010 à 2014, se dit confiant de décrocher un deuxième mandat. Notre mission se fonde sur quelques principes fondamentaux. La liberté, la justice, la prospérité, la solidarité, mais aussi sur la protection de quelques valeurs fondamentales. La vie, la famille, les valeurs de l'humanisme chrétien qui nous ont toujours inspirés. L'élection chilienne intervient à un moment où une grande partie de l'Amérique du Sud, l'Argentine avec Mauricio Macri, le Brésil avec Michel Temer, le Pérou avec Pedro Pablo, vient de basculer à droite. Je suis convaincu que l'avenir a triomphé et non le passé, mais nous devons reconstruire une unité profonde de tous les Chiliens qui sont pour le changement. À l'issue de son premier mandat, Sébastien Pinera n'avait pas pu se représenter, la loi chilienne interdisant 2 mandats consécutifs. Et puis, direction l'Allemagne, et tel que je vous le disais à l'entame, la chancelière Angela Merkel a déploré dans la nuit de dimanche à ce lundi l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement de coalition dans le pays suite aux dernières élections législatives qui plongent le pays dans la crise depuis 1949. Retrouvons Chimène Sandra Senghol. Angela Merkel se retrouve confrontée à la plus grande crise politique en 12 ans de pouvoir, après l'échec des négociations pour former un gouvernement en Allemagne qui pourrait à terme signer la fin de sa carrière politique. Faute d'alternative, la première puissance économique européenne se prépare à plusieurs semaines, voire des mois de paralysie politique sur le plan national comme en Europe. En tant que chancelière en fonction, je ferai tout pour que ce pays soit bien dirigé au cours des semaines à venir, qui seront difficiles. Au final, les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Cette situation, ajoutée au refus des sociaux-démocrates de continuer à gouverner avec elle, la prive de majorité évidente au Bundestag. Un accord aurait été possible, à supposer qu'il y ait de la bonne volonté. Jusqu'aux dernières secondes, nous étions prêts à un accord et même aller plus loin que les limites que nous nous étions fixées. La Constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut en théorie, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les 4 partis. Mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude. Reste donc l'issue la plus probable de nouvelles élections. Et dans un pareil cas de figure, Angela Merkel aura toutes les peines à convaincre son parti de mener la bataille. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, Libreville en proie à plusieurs incendies ce lundi, mettant à rude épreuve les pompiers dans une capitale gabonaise où le manque d'eau par endroits complique la tâche des soldats du feu.
Nous étions au Zimbabwe où le héros de l'indépendance, poussé par l'armée et lâché par son parti, la ZANU-PF, risque la déchéance. Robert Mugabe, 93 ans, a déçu les attentes de son peuple en refusant de démissionner et souhaite finir son mandat. Et vous l'avez vu à l'instant en Allemagne, depuis 1949, jamais le pays ne s'était retrouvé sans majorité pour gouverner après une élection. Les conservateurs de la chancelière, les libéraux et les écologistes n'ont pas réussi à s'entendre pour former une coalition. Le pays risque la paralysie et Merkel, de nouvelles élections et la fin de son règne. Madame, Monsieur, ainsi prendons fin cette session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. À 22 h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver ce mardi dès 18 h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.